Les facultés Notre-Dame de la Paix fêtent leurs 175 ans d'existence. C'est une occasion privilégiée pour parcourir les principales étapes de leur passé afin de mieux comprendre leur présent. Je vous invite donc à découvrir cette histoire. Tout commence au printemps 1831. Les jésuites ouvrent un collège rue de Bruxelles, dans les bâtiments d'une ancienne abbaye bénédictine. Ils mettent leur institution sous la protection de Notre-Dame de la Paix. Ce collège remplace celui qu'ils ont dû abandonner en 1773 lorsque la Compagnie de Jésus a été supprimée. Cet ancien établissement est aujourd'hui occupé par l'Athénée royal. La cheville ouvrière du nouveau collège est le père Hermann Méganck. Il reçoit une aide financière substantielle de 7 familles namuroises, notamment les Brabants, Minsart et Danheux. Ces familles mettent une condition à leur libéralité, l'organisation d'un enseignement de la philosophie au-delà du cycle des humanités. S'appuyant sur la liberté d'enseignement de la toute récente Constitution, ces familles entendent doter le monde catholique d'un enseignement supérieur à une époque où celui-ci est encore en friche. C'est ainsi que le 3 octobre 1831, 2 étudiants entrent au collège Notre-Dame de la Paix pour suivre les cours de philosophie. Et ils sont bientôt rejoints par d'autres condisciples. Les bâtiments de l'ancienne abbaye s'organisent autour d'un cloître. Il faut rapidement les adapter et les agrandir. Une église est édifiée, place du palais de justice. En 1834, les cours de philosophie sont complétés par des cours préparant à la candidature en sciences. Vont suivre 10 ans de tâtonnement et d'ajustement. En 1835, la première loi organique sur l'enseignement supérieur fournit une première balise. Elle fixe des programmes d'études et met en place un jury central unique, composé de membres extérieurs au corps professoral de Namur. Ce jury est le seul habilité à délivrer des grades universitaires. Les enseignants préparent leurs étudiants à présenter leurs examens devant ce jury. Pour ce faire, ils adaptent leur programme et inculquent à leurs étudiants une solide méthode de travail dans la tradition pédagogique de la Compagnie de Jésus. Au fil du temps, l'enseignement de la philosophie et des sciences est renforcé. Le corps professoral est étoffé. Des jésuites belges, mais aussi hollandais, espagnols et français sont envoyés à Namur. En 1846, l'existence des candidatures en philosophie et en sciences est officiellement confirmée. C'est le résultat de l'apaisement des tensions entre les jésuites de Namur et l'université catholique de Louvain, restaurée en 1834. En effet, à la rentrée de 1845, les enseignants de Namur décidaient d'enseigner en français et de conformer leur programme à la loi de 1835. Les professeurs de Louvain ont craint la concurrence. L'affaire est remontée jusqu'au Saint-Siège et c'est finalement le pape qui a mis fin à la polémique, permettant à chacune des institutions de conserver sa spécificité. Au collège Notre-Dame de la Paix, les étudiants des cours supérieurs, les philosophes comme on les appelle à l'époque, disposent de locaux spécifiques pour leurs études. Un cabinet de physique, un laboratoire de chimie et de vastes collections de minéralogie, de géologie et de zoologie. Un petit jardin garni de plantes exotiques est aménagé le long de l'église. En dehors des cours, les étudiants organisent des cercles sur différents thèmes. Ils vivent au rythme des sorties à la campagne et des fêtes, académiques ou religieuses. Les enseignants jésuites, qui regroupent les professeurs des humanités et des cours supérieurs, n'hésitent pas à se détendre et à poser de manière amusante. Dans les 2 cours de récréation se rencontrent tous les élèves du collège, de la 7e préparatoire jusqu'au supérieur. Et progressivement, le collège s'étend. Plusieurs habitations sont acquises pour être détruites ou transformées, et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, une maison de maître fait place à une construction imposante destinée aux lettres et aux sciences. Les bâtiments du collège forment alors un ensemble limité par les rues de Bruxelles,
le Lièvre et Graffé, ainsi que par la place du palais de justice. Ce quadrilatère couvre quasiment 1 hectare, mais il s'avère trop exigu. Le nombre d'étudiants augmente au fur et à mesure que l'offre des études s'accroît. Droit, histoire, philologie classique et romane, médecine, médecine vétérinaire, pharmacie. C'est pourquoi, dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, un audacieux projet est envisagé. Construire un nouveau collège sur le site du Pied-Noir, au nord de la ville. La guerre éclate. Durant les premiers mois du conflit, le collège sert d'hôpital à la Croix-Rouge et les pères soignent les soldats blessés. Au lendemain de la guerre, le projet de transfert hors de la ville est abandonné. Une autre solution est adoptée, déplacer l'internat du collège à Godine, où l'on bâtit un nouvel établissement qui ouvre ses portes en 1927. Les facultés restent donc en ville. Débute alors une période de rénovation et de construction. En 1927, la bibliothèque des Belles-Lettres est construite rue Graffé. Elle sera inaugurée en 1931 par le roi Albert. La direction en est confiée au père Henri Moretus Plantin, dont la famille a financé la construction de l'édifice et fait don de nombreux ouvrages précieux. En 1929, une loi assimile aux universités les facultés Notre-Dame de la Paix ainsi que les facultés Saint-Louis à Bruxelles. L'institution namuroise est désormais habilitée à composer ses propres jurys d'examen et à délivrer ses diplômes. La loi permet en outre l'ouverture de nouvelles sections en sciences et en médecine. C'est une chance, mais elle est difficile à saisir, car en 1930, une nouvelle loi sur le financement des universités exclut l'institution namuroise du financement par l'État. Les facultés de Namur doivent donc continuer à vivre sur leurs propres fonds. En 1934, grâce à des dons et à des emprunts, des chantiers sont ouverts. L'agrandissement de la bibliothèque des Belles-Lettres et la construction d'un bâtiment destiné aux cours de physique et de chimie. Les auditoires et laboratoires se modernisent, la bibliothèque et les séminaires s'enrichissent de nombreux volumes. À partir de cette époque, les facultés Notre-Dame de la Paix, encore limitées à l'enseignement des candidatures, acquièrent la réputation d'assurer une bonne transition entre l'enseignement secondaire et l'université. En dehors du cadre sérieux des salles de cours, les étudiants occupent leur temps libre dans des activités sportives et culturelles. Ils ne manquent pas d'imagination. En 1929, l'un de leurs exploits défraie même la chronique. Ils accueillent à Namur un faux prince hindou, Nyota Drakpor et toute sa suite. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement supérieur est interdit par l'occupant. Mais plusieurs professeurs de la faculté de philosophie et lettres vont donner leurs cours dans diverses villes du pays. En 1943 et 1944, des sessions d'examen sont organisées clandestinement. Le 18 février 1948, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix se constituent en une ASBL distincte de celle du collège. Dès l'année suivante, ce statut leur permet d'obtenir des subventions de l'État. Mais ces subventions sont encore limitées et irrégulières. Néanmoins, grâce à elles et aux dons, de nouveaux chantiers s'ouvrent sous l'impulsion du père Camille Joset, administrateur délégué de la nouvelle ASBL. Les constructions commencent par la transformation de l'ancien cloître, dont l'une des ailes abrite la faculté de philosophie et lettres. Cette première phase de travaux débute en 1954. En 1960, grâce à la loi de financement, les subsides de l'État se stabilisent. Débute alors une décennie riche en transformations de tout genre. Le rythme des constructions s'accélère. Les facultés commencent alors à déborder du quadrilatère. Dans l'espace entre la rue Graffé et le rempart de la Vierge, plusieurs bâtiments sortent de terre. La faculté des sciences, la maison médicale, ainsi que la faculté des sciences économiques et sociales. Avec ces nouvelles implantations, les facultés augmentent leur visibilité dans la ville. L'offre des études s'élargit. Les facultés proposent maintenant la candidature en philologie germanique et la deuxième et troisième candidature en médecine. Dès 1963, la candidature en sciences économiques et sociales est prolongée par la licence. Ce deuxième cycle est reconnu par la loi de 1965. C'est une étape décisive. Désormais, les facultés de Namur
ne se limite plus aux seules candidatures. La communauté universitaire connaît également des changements. Depuis 1953, les jeunes filles sont admises à fréquenter les cours. Au début, elles sont peu nombreuses. Il faut dire que les conditions d'admission sont strictes. Les étudiantes doivent résider à Namur et loger en famille. Durant les cours, elles sont soigneusement séparées des jeunes gens. La vie estudiantine se diversifie elle aussi. Les rues s'animent de festivités, telles que les cortèges colorés de la Saint-Nicolas, les premiers baptêmes, ou encore de multiples activités organisées par les cercles. Durant ces années-là, quelques professeurs laïcs viennent épauler le corps professoral composé uniquement de jésuites. En 1960, ils ne sont encore qu'une petite dizaine. Leur nombre s'accroît de manière sensible dès le milieu des années 60, au moment où s'ouvrent de nouvelles sections d'études. À la veille des années 70, les autorités des facultés réfléchissent aux mutations en cours. L'augmentation considérable du nombre des étudiants à Namur, la barre des 1000 a été franchie en 1966, la démocratisation de l'enseignement supérieur et le changement du paysage universitaire provoqué par le déménagement de la section francophone de l'Université de Louvain. Elle met alors au point un programme de développement dans la ville. La réalisation de ce projet est permise par la loi de 1971 qui fixe les règles de l'expansion universitaire. Non seulement cette loi habilite les facultés de Namur à délivrer des diplômes de 2e et 3e cycle en sciences, mais elle assure aussi le financement des institutions universitaires selon des critères objectifs. Désormais, l'institution namuroise a la garantie d'un financement stable. C'est alors que peut être mis en œuvre le projet urbanistique confié à l'architecte namurois Roger Bastin, qui a collaboré étroitement avec le père recteur Jacques Denis. De nouveaux bâtiments sont alors construits à un rythme rapide. En 1971, l'Institut d'informatique, qui est le premier du genre en Belgique. En 1972, la faculté de droit. En 1974, la faculté de sciences et celle de médecine. Cette dernière est édifiée sur le terrain, laissée libre par la destruction de l'église et le déménagement, quelques années auparavant, du collège Notre-Dame de la Paix vers Herpan. Une partie de l'ancien collège est totalement rénovée pour y loger la biologie et le bâtiment de la faculté de sciences est agrandi. En 1979, c'est l'inauguration de la bibliothèque universitaire Moretus Plantin. Elle est riche de quelques 800 000 volumes et abrite une réserve précieuse qui contient notamment des manuscrits, des incunables et des éditions anciennes. Dans les bâtiments laissés libres par la bibliothèque, on en installe une autre, celle du Centre de documentation et de recherche religieuse, spécialisé en philosophie et en théologie. Elle compte environ 670 000 livres et, comme la première, elle est accessible au public. Plusieurs immeubles anciens sont acquis et transformés, comme cette maison de maître du XVIIIe qui, depuis 1973, abrite le centre religieux universitaire, rue Grand Gagnage. En 1981, c'est au tour de l'Arsenal. Ce bâtiment militaire, construit au XVIIe siècle par Vauban, est totalement rénové pour héberger les restaurants universitaires. Il accueille également une série de manifestations extérieures. La chapelle universitaire est aménagée au rez-de-chaussée de l'ancienne maison médicale. La communauté des jésuites est logée dans les étages du bâtiment. Un dernier chantier d'envergure s'ouvre en 1990. C'est celui d'un amphithéâtre qui porte le nom de Pedro Arrupe, du nom d'un général de la Compagnie de Jésus qui a marqué non seulement la vie de l'ordre, mais aussi celle de l'Église autour du Concile Vatican II. Il est d'une capacité de 600 places,
destinés aux activités académiques et à d'autres manifestations. L'expansion matérielle va de pair avec l'accroissement de la communauté universitaire. Un nombre important de laïcs sont nommés, aussi bien dans le corps académique et scientifique que dans le personnel administratif, technique et ouvrier. Une véritable administration est mise en place. Le nombre d'étudiants a rapidement progressé. Entre 1960 et 1990, la population étudiante a plus que décuplé, passant de 424 à plus de 4300 étudiants, avec un recrutement de plus en plus large. Pour assurer la formation de ces étudiants, il convient d'adapter les méthodes traditionnelles et d'en inventer de nouvelles. C'est ainsi qu'en 1982, une unité de pédagogie interfacultaire est créée. Puis elle est transformée en département d'éducation et de technologie, dont l'expertise dépasse aujourd'hui les frontières de l'institution. En dehors des cours, la vie étudiante s'organise. On voit apparaître l'Assemblée générale des étudiants, le centre sportif, le théâtre universitaire, les quotas projets. Des cercles facultaires et des régionales se constituent et dans la communauté universitaire, leur présence ne passe pas inaperçue. Bleusailles, guindailles, bals, soirées au bunker. Désormais, l'étudiant fait partie de la vie namuroise, de jour comme de nuit. Durant toutes ces années de grands changements, les recteurs successifs, entourés par leurs collaborateurs, ont veillé au développement de l'institution. Chacun d'eux y a apporté la marque de sa personnalité. En 1993, les responsables des facultés rédigent une charte rappelant les priorités de l'institution, priorités qui s'inspirent de la tradition humaniste et jésuite. Je cite, « L'héritage humaniste et jésuite se traduit, pour les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, par une ouverture confiante au monde et une attention à l'homme. Dans un esprit de promotion de la justice, elles accordent un souci particulier à ce que l'histoire humaine a rendu pauvre, fragile et opprimé. » La charte est accompagnée de 2 autres documents. Une déclaration d'engagement réciproque entre la Compagnie de Jésus et les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, et un nouveau statut organique qui modifie en profondeur le visage et le fonctionnement de l'institution. Au fil du temps, le potentiel de recherche des facultés de Namur s'accroît. Cela se manifeste de diverses manières, colloques, publications de qualité, dépôts de brevets et plus récemment, éclosion de plusieurs spin-offs performantes. De nombreuses distinctions scientifiques, nationales ou internationales, dont des prix Francky, viennent témoigner du dynamisme de la recherche à Namur. Bien implantées dans la ville, les facultés sont soucieuses de rayonner à l'extérieur. En Belgique et à l'étranger, elles établissent des collaborations suivies avec d'autres institutions universitaires. En 1998, elles inaugurent l'antenne de Charleroi, où elles organisent une licence en informatique à horaire décalé. En Europe et au-delà, les facultés nouent des relations scientifiques durables. Des bourses de doctorat sont octroyées aux étudiants des pays du Sud. Et les facultés ont fondé leur propre ONG, la Fondation universitaire pour la coopération internationale au développement, connue sous le nom de FUCID. Depuis 2004, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, comme toutes les institutions universitaires de la communauté française de Belgique, fournissent un effort important pour s'adapter au décret dit de Bologne. Ce décret a pour but d'intégrer l'enseignement supérieur dans l'espace européen. Dès lors, il modifie considérablement la structure des études. Les candidatures en 2 ans sont remplacées par des baccalauréats en 3 ans, tandis que les licences font place à des maîtrises. Le 30 juin 2004, l'Académie Louvain est créée. Les facultés universitaires de Namur s'y sont engagées. Aujourd'hui, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix ont un âge vénérable. Après une croissance longue et riche en péripéties, elles ont acquis une belle maturité. Tout au long de leur histoire, elles ont veillé à s'ancrer dans la ville et de ce fait, à être une université dans la cité.